Avec l'évolution rapide de la technologie, la hausse du CO2 et de la pollution, que deviendront nos vies dans 10, 15 ou 60 ans? Journal de bord, jour 1. Salut, je m'appelle Mathieu et j'ai 15 ans. Maman m'a conseillé de commencer un journal de bord. La vie est compliquée. Quand mamie me raconte comment c'était dans les années 2020, j'ai du mal à croire ce que l'on vit. Je vais néanmoins essayer de tout expliquer dans ce journal, quand j'aurai le temps. Mais là, je dois aller au champ. À l'époque, il y avait des machines. Mais à cause du CO2, nous devons tout faire par nous-mêmes maintenant. Ce que tu viens d'entendre, c'est un extrait réel, provenant de ce qui pourrait être notre futur. Parce que oui, dans cette énorme vidéo qui nous a pris plus de 3 mois à être réalisée, je vais te présenter 3 scénarios possibles sur notre futur, Inspiré d'études et de théories scientifiques dont l'une d'entre elles est extrêmement probable. Que deviendront nos vies dans 10, 15 ou 60 ans? Donc oui, ça va directement te concerner. Évidemment, cette énorme vidéo va certainement être aussi longue qu'un film, alors tu peux sans problème t'installer, prendre tes petits popcorn et faire quelque chose d'autre en même temps. Mais n'oublie pas, une fois que t'es bien installé, de laisser la vidéo tourner en fond, histoire que t'aies toutes les informations en ta possession. Bref, pour ce premier scénario alternatif, nous allons nous baser sur une étude menée par Gabriel Salerno. Étude présentant notamment notre avenir proche de manière la plus réaliste possible, en se basant sur le passé, le présent et ce que l'avenir nous réserve. Donc tout ce que vous allez voir dans cette vidéo va potentiellement se produire dans les prochaines années. Nous allons ainsi utiliser la science-fiction comme véhicule du ressenti humain. Accrochez-vous bien, ça va être incroyable. Je suis trop content de pouvoir enfin la tourner après toutes ces heures de recherche et d'enquête. Laissez-moi vous plonger en 2085, dans la peau de Mathieu, 15 ans. Les autorités ont retrouvé 5 ans après son décès son journal de bord. La vie a changé. Malgré les efforts de tous pour limiter les surplus de CO2 et autres pollutions, il est évident que nous y sommes pris trop tard, compte tenu de l'inertie des processus naturels. Ce, en raison aussi d'une petite poignée d'individus influents qui, pendant longtemps, n'ont jamais cru au changement climatique. Quand les effets dramatiques ont commencé à se présenter, l'humanité a tenté de réagir dans l'urgence, mais en vain. Elle éprouvait durement l'échec de la décarbonisation de l'économie, initialement prévue dans le cadre des accords internationaux. On y retrouve des sécheresses accrues, des tornades et ouragans plus violents, des inondations dues à la montée du niveau des mers, etc. Mathieu vit donc dans un monde régi par un climat déréglé, sur une terre aux conditions d'habitabilité dangereusement altérées. Tu l'as bien sûr compris, dans cette première affaire, on est plongé au cœur de la vie d'un individu de 15 ans qui vit dans une terre dans laquelle le climat est totalement déréglé. Et comme je l'ai dit, tout ce que vous allez voir dans son histoire est basé sur une étude réelle. Incroyable, non? Imaginez que ce futur-là Est une extrapolation de ce qui pourrait potentiellement arriver dans les prochaines années. Jour 2. Il est 5h30 du matin. Je me suis levé il y a une demi-heure. J'ai mangé le reste de ma soupe de hier. Nous sommes obligés de faire attention à la nourriture. Nous mangeons que très rarement de la viande, car sa production pollue et de toute façon, il y a de moins en moins d'animaux sur Terre. À 6h, je vais au champ jusqu'à midi. Ma mère me donne un reste de pain pour la matinée et un morceau de fromage fait par ma sœur. Malheureusement, en termes de nourriture, c'est triste, mais ils peuvent avoir que ça. 5e jour, la situation s'intensifie. Nouveau nuage de pollution. Nous avons l'habitude. La décarbonisation de l'atmosphère de 2050 n'a pas fonctionné. Les nuages de pollution sont très fréquents et peuvent durer plusieurs jours. Nous devons prendre des précautions pour protéger nos récoltes. Nous avons fermé toutes les serres et nous avons interdiction de sortir tant que l'alerte n'est pas terminée. Je sais pas si nous allons tenir longtemps avec le peu de nourriture que nous avons dans la cave pour 6 personnes. J'espère qu'on ne va pas rester longtemps enfermé. Ça sera catastrophique si on ne récolte pas et que tout pourrit. C'est le village entier qui pourrait mourir du manque de nourriture. Bordel de merde. Je kiffe tellement cette première affaire. On est là plongé au cœur d'une espèce d'apocalypse où il n'y a plus rien à manger, bordel. Mais comment est-ce que la situation va évoluer? Et le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'à tout moment, ce scénario-là pourrait se produire à n'importe qui pour l'entièreté de notre société. Mais est-ce que Mathieu et sa famille va s'en sortir? Pourquoi est-ce que 5 ans plus tard, les autorités ont juste retrouvé son journal de bord? Vous allez tout comprendre et connaître les moindres secrets sur cette première affaire. Mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode et je sais que tu adores ce générique. 2. C'est quoi ça? Ouais, on peut le dire, ouais, on est carrément au même level d'intro stylé que l'intro de Thread Paranormal. On est d'accord ou pas? Qu'est-ce que j'adore ce nouveau générique et cette nouvelle série Secrets dans laquelle on se penche uniquement sur des faits réels. Ici, chaque étude qu'on a sélectionnée a été sourcée et provient de faits réels. Évidemment, nous avons extrapolé ces études et utilisé la science-fiction comme véhicule du ressenti humain. Reprenons donc avec cette affaire. Rappelez-vous, à l'origine, Mathieu, âgé de 15 ans, était bloqué, enfermé avec sa famille sans beaucoup de provisions. 9e jour. On peut enfin sortir
partir, mais pas pour longtemps. On a une alerte dans la région, une tornade. On espère juste qu'elle passera à côté. Je dois relancer le recyclage d'eau. Toutes les récoltes sont arrosées comme ça. On recycle l'eau de la vaisselle, des douches, des toilettes, etc. L'eau recyclée n'est pas potable, du coup ça sert pour les plantes, les légumes et tout le reste. Très intéressant d'ailleurs. Le temps passe et on arrive jusqu'au jour 13. Là où tout commence à basculer. 13e jour. On a un problème avec les brocolis et les blettes. Nous les avons ramassés, mais tout était pourri. On a appelé un contrôleur. La terre de la serre 6 n'est peut-être plus bonne. Nous sommes le 19e jour. 3 serres contaminées. Nous avons déplacé les plants encore bons dans une nouvelle serre. Mais nous devons partager et nous serrer la ceinture. Heureusement que les pommes de terre et les abricots poussent bien. Et plus que d'habitude. Je ne pense pas que ça compensera toutes les pertes. Mais avec un peu de chance, on passera l'hiver sans manquer de rien. Mais est-ce qu'ils vont réussir à passer l'hiver? C'est la question que tout le monde se pose. Et ouais, je parle comme Maître Yoda à l'envers, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire? 25e jour. Je sais que nous avons perdu depuis très longtemps le contrôle des changements climatiques. Une catastrophe peut nous tomber dessus à n'importe quel moment. Nouvelle alerte à la tornade, F10 sur l'échelle de Fujita. Alors qu'il faisait un temps magnifique ce matin. Je sais que la maison ne craint rien, mais les serres, bordel, les plantations, ils ne tiendront peut-être pas le coup. Et il va d'ailleurs ajouter une information qui est malheureusement très triste. Les dauphins sont totalement éteints aujourd'hui. Le dernier couple ne pouvait pas avoir de bébé à cause des radiations dans l'océan. À ce moment-là, en 2080, il y a officiellement plus de mammifères marins. J'ai mal au cœur de voir ça. J'ai donné ma ration à papa et à ma sœur. Elle grandit et papa travaille beaucoup. 27e jour. Les murs tremblent. La tornade passe sur nous. Ma sœur a peur, mais on est à l'abri. Dans notre cave. Au bruit, je sais que la maison tient le coup. Je ne sais pas combien de temps elle va durer. Elle devrait vite passer normalement. 30e jour. La nouvelle serre n'a pas tenu. Ça devient de pire en pire. Qu'est-ce que c'est beaucoup trop intéressant. J'aime tellement m'imaginer que je suis à sa place en 2080, genre what the fuck, et se dire que toute cette situation pourrait nous arriver, genre c'est hyper badant. 32e jour, mamie est malade, elle subit les effets de la sous-nutrition, elle ne mange pas à sa faim, je le sais. On essaie de la faire à manger, mais j'ai l'impression que son estomac ne supporte plus la nourriture solide. Nous réparons la nouvelle serre, mais toutes les plantes sont mortes. Nous avons fait une demande à la préfecture pour avoir de nouvelles plantations, que la terre était mauvaise, que la tornade a tout détruit. Papa est assez pessimiste, je crois que ça va être de plus en plus compliqué. Et c'est le 34e jour que sa grand-mère meurt. Durant la nuit. J'ai trouvé maman qui pleurait à côté d'elle ce matin. Avec les pluies acides des prochains jours, il va être compliqué de l'incinérer. Je suis resté avec maman ce matin, préparer les papiers, mettre son corps dans la chambre froide, le temps que les pluies passent. Nous avons pas le choix. C'est bien la famine qui a tué ma grand-mère. Elle se nourrissait peu pour laisser manger les autres. Cette idée me tue. Je me sens si impuissant face à cette situation. Jour 37. J'ai pu rapporter des graines de la ville. Pas grand chose, mais ça sera toujours quelques plants en plus. Bordel, un tsunami a ravagé la côte ouest de l'Europe. Bordeaux est sous l'eau, les glaciers ont encore fondu. Ils ont perdu presque 50% d'eau en moins de 20 ans à cause du réchauffement climatique. Je me demande si on ne s'y est pas pris trop tard pour sauver la Terre, pour nous sauver tous. Et là, les événements s'enchaînent. Jour 47, nouvelle tornade. On commence à avoir l'habitude avec le temps. J'arrive même à m'endormir dans un coin de la cave. Le temps que ça passe, autant prendre du repos. Alors là, c'est plus grave que prévu. La tornade était trop forte. Il y en a déjà une comme ça dans le nord, il y a quelques mois. Note beaucoup trop haute sur l'échelle de Fujita. Notre maison a tenu le coup, même si quelques tôles se sont envolées. Le béton a fait son travail. Par contre, toutes les serres se sont envolées. On n'a pas compris. C'était censé tenir. Toutes les installations ont été faites par le gouvernement. Ça n'aurait pas pu s'envoler. Jamais. Pourquoi ça n'a pas tenu? Ici, des mois vont s'écouler sans que Mathieu mette à jour son journal de bord. Jusqu'à ce qu'on arrive 4 mois plus tard. Un soldat est venu nous voir. Demain, nous quittons le domaine. Nous quittons cette terre. Je n'y suis pas né. C'est la 3e fois que je déménage depuis que je suis petit à cause des conditions météorologiques. Ils nous ont mis dans une des fermes du centre de la France. Ils pratiquent l'agroforesterie, l'agroécologie et la permaculture. Un système où on cultive forêts, plantes, arbres, fruitiers, légumes, tout en prenant soin de notre sol. Il manque de main d'œuvre et nous allons les aider. Ils sont pleinement autonomes et c'est ce qui nous plaît. Leur système de purification d'eau fonctionne à l'énergie solaire et ils comptent utiliser seulement cette énergie d'ici la fin de l'année. J'ai déjà hâte d'y être. Mon père aussi. Je pourrais aller à l'école l'après-midi comme je le faisais ici. Malheureusement, Mathieu n'arrivera jamais à destination, car son journal de bord fut trouvé dans les dégâts d'une tornade de magnitude 8, soit une tornade meurtrière. Sachez une chose très importante, c'est que tous les éléments que vous avez vus dans cette première affaire pourraient potentiellement se produire. Plutôt badant, n'est-ce pas? Quand on a parlé du tsunami à Bordeaux, en effet, cela pourrait se produire. Mais ne t'inquiète pas, on n'est qu'au level 1 comparé à la suite des affaires qu'on va traiter. Passons donc à la seconde affaire sur notre futur, basée encore une fois sur une étude réelle.
Accrochez-vous bien, car tout ce que je vais raconter pourrait se produire. J'adore cette vidéo, c'est bon ou pas? Vraiment, elle est incroyable. La seconde affaire, Cette fois-ci de Stephen Hawking. se place dans les années 2220 et nous présente quelques jours de la vie de Lucie, dans un monde probable où la technologie fait entièrement partie du quotidien et où on pensait la contrôler. Mais nous sommes clairement pas à l'abri des surprises. Vous allez tout de suite voir de quoi je veux parler. Personne ne pensait que les robots pouvaient ressentir, ni même qu'ils pouvaient se retourner contre ceux qui les avaient créés. Personne ne s'est méfié de ce qu'on prenait pour des machines sans vie et sans sentiment. Et pourtant, Lucie va vivre en plein cœur d'une révolution. Il est incroyable ou pas? Cet épisode est incroyable, on peut le dire. Je sais qu'à chaque fois dans ces nouveaux épisodes de Secrets, on essaie d'augmenter le niveau. Et là, mon gars, pépite. Le script, les sources, tout a été travaillé dans les moindres détails. Nous sommes le 14 avril, 13h21. Je m'appelle Lucie, et depuis 2 jours, il se passe des choses étranges. Ce midi, notre androïde, Blanche, a refusé de nous servir à manger. Hier soir, c'est notre chien robot qui a mordu mon père et s'est enfui. Je ne comprends pas trop ce qu'il se passe. Papa veut emmener Blanche, l'androïde, au centre de contrôle. Elle a peut-être un petit problème de réglage ou un bug, je ne sais pas. Papa l'emmène cet après-midi. Le même jour, à 14h52. L'intelligence artificielle qui s'occupe de notre maison a décidé de ne plus fonctionner. Mais elle ne s'est pas coupée d'un coup. C'est ce qu'elle aurait fait s'il y avait vraiment eu un problème. Il y a à peine 2 minutes, elle a dit bien fort: Vous ne méritez plus que l'on s'occupe de vous, humain. et elle s'est mise en veille. Blanche, l'androïde, a presque dit la même chose à midi. Papa est parti au centre et je n'arrive pas à le joindre sur son téléphone portable. J'espère que c'est qu'un problème de réglage, mais j'y crois de moins en moins. 1 heure plus tard, 16h12. Papa vient d'entrer. C'est la catastrophe. Tous les IA de la ville se sont mis en veille. Même les gens du centre de contrôle ne comprennent pas. 17h58. Un flash info vient de passer à la télévision. Les IA domestiques se mettent en veille. Les androïdes se rebellent. On nous recommande la plus grande prudence. On a débranché le reste de nos appareils. On attend la suite. Et la suite, on l'apprend le soir, à 21h12. Des hommes sont venus nous chercher. On doit préparer un sac avec quelques vêtements, une bouteille d'eau par personne et une couverture. Et la télévision s'est coupée il y a 2 heures. On nous demande de faire vite et de faire le moins de bruit possible. Je vais glisser mon cahier et mon stylo dans mon sac. J'espère que ces gens vont nous dire ce qu'il se passe. Mais tout se fait dans le silence. Je commence à avoir peur. On nous a amenés dans un vieux hangar abandonné. Un homme nous dit que les robots se rebellent, que les plus grandes capitales du monde sont maintenant contrôlées par des IA et des androïdes. Pour information, des IA sont des intelligences artificielles, soit des robots. Et ce scénario-là, contre toute attente, oui, pourrait se produire. Il y a aucune vanne. Paris, Madrid, Tokyo, Washington, Londres, Canberra, ils appellent à la paix et la courtoisie et nous demandent de nous rendre. Pourquoi? Nous les avons créés pour notre confort. Papa a même participé à la conception de beaucoup d'entre eux. Je ne sais pas ce qu'ils veulent, je ne comprends pas tout. Maman me prend contre elle. Je crois qu'elle essaie de me rassurer aussi. Mon frère pleure. Je crois que c'est surtout parce qu'il n'a pas pu emmener de jouets. On nous demande d'attendre. Le lendemain, nous sommes le 15 avril à minuit. Il y a eu un grand bruit qui nous a tous réveillés. Mais c'est juste un garde qui a fait tomber une palette, je crois. Il a fait peur à tout le monde. Je n'ai pas beaucoup dormi, je le sais. Papa a été recruté par les autres pour combattre les androïdes. Je voulais pas qu'il y aille, mais je n'ai rien dit. Papa aurait dit que c'est une question d'honneur. Mais moi, je ne veux pas être là. Ils peuvent arriver n'importe quand et on n'a nulle part où aller. Je sens mon cœur battre fort dans ma poitrine. J'ai la trouille. Et s'ils nous trouvaient? 3h54 du matin. On a réussi à trouver une vieille télé et à la faire marcher. Ils prennent de plus en plus de place, de plus en plus de villes. Mais qu'est-ce qu'ils veulent? Ce ne sont que des machines. Un robot a fait un discours sur la suprématie de la machine. Je ne comprends pas tout, je suis trop fatigué. Je sais juste qu'ils veulent que tous les humains se rendent à des points précis. Je ne veux pas, et les autres non plus. Des coups de feu! Je me réveille en sursaut, tout le monde en panique. Je prends mon petit sac et j'essaie de sortir. Mais on est trop près du combat. Un garçon un peu plus vieux que moi essaie de sortir par l'une des fenêtres. Il est mort. Je veux partir d'ici. Les enfants pleurent. Maman me dit que je suis une grande, que je ne devrais pas pleurer, mais j'ai trop peur pour l'écouter. Quelques minutes plus tard, la situation s'est légèrement améliorée. On a trouvé une trappe. On ne sait toujours pas trop où ça nous emmène, mais ça sera toujours mieux que de rester là. Papa vient de mourir. Il a été tué par un androïde. Je suis entré sous la trappe. Maman n'a pas voulu me suivre. Elle m'a confié Lucas, mon petit frère. Les camions de grenades et des bombes IEM devraient bientôt arriver. On va essayer d'avancer. J'ai du mal à regarder devant moi tellement je pleure. Mais je dois sauver mon petit frère. Je n'ai pas le choix. Je dois nous faire sortir d'ici. 4 heures plus tard, à 10h28. Et oui, j'ai enlevé ma veste, il faisait trop chaud, désolé. Je sais, elle était stylée, voilà, bon. Ils nous ont trouvés. La trappe ne menait nulle part. Et ils ont fini par tous nous faire sortir. Ceux qui ne voulaient pas obéir ont été abattus. À l'extérieur, c'est l'enfer. Les bombes et les grenades ont été utilisées. Mais ils étaient trop nombreux. Nous marchons en silence jusqu'à un grand camion où on nous entasse. Il ne me retire pas mon sac. Je cherche maman, mais je ne la trouve pas. Je garde mon frère contre moi. Je lui dis qu'il doit être fort et courageux. Mais en fait, je parle surtout pour moi. Je ne dois pas montrer que j'ai qu'une envie, c'est de pleurer. Les heures passent. 16h32. Le voyage a duré si longtemps. J'ai pu m'asseoir avec mon frère dans un de ces coins du camion. Je l'ai fait boire. Beaucoup de personnes âgées et fragiles se sont évanouies, mais ils n'ont rien fait pour les aider. Bordel, c'est horrible. Je crois en fait qu'ils veulent nous affaiblir pour mieux nous contrôler. C'est une théorie parmi tant d'autres. Je n'arrive pas à réfléchir. Depuis ce matin,
matin. Ils font des tests sur moi. Je ne sais pas pourquoi, on m'a rien expliqué. On m'a injecté une puce dans le bras, sans doute pour que je ne puisse pas m'enfuir. J'arrive déjà à peine à me tenir debout, alors partir d'ici. Quelques minutes plus tard, on l'a tatoué sur le bras le numéro 502. Je ne comprends pas ce qui nous arrive. Il y a encore 3 jours, j'étais installé dans mon lit à lire un livre. Comment peut-on changer de vie aussi vite? Je n'ai même plus la force de m'inquiéter ou de pleurer. C'est sans doute un effet de leurs médicaments. J'aimerais voir le soleil et respirer le parfum des fleurs. Et là, quelques jours plus tard, cette affaire va prendre une tournure bien différente. Nous sommes le 16 avril à 21h05. On m'a acheté. J'ai pas suivi les enchères, mais j'ai trouvé le temps long sur ce plateau. C'était un couple d'androïdes qui m'a prise. Depuis quand les machines peuvent-elles être amoureuses? Je ne sais pas ce qu'ils attendent de moi. Je suis rentré avec eux, ils m'ont chuchoté comme un enfant. Les plats étaient excellents et le bain chaud m'a fait beaucoup de bien. Je pense que ça cache quelque chose en fait. Mais je ne préfère pas me plaindre. Je serai sans doute pas toujours traité comme ça, même si j'en ai envie. Je pense à mon petit frère. J'espère qu'il va bien. Pourquoi est-ce que les androïdes la traitent aussi bien? Qu'est-ce qu'ils veulent faire avec elle? Et oui, cet épisode passe par toutes les cases des événements stylés, c'est beaucoup trop cool, on est d'accord. 17 avril, 18h46. Je sais maintenant à quoi je vais leur servir et j'ai envie de vomir. Un autre couple est venu tout à l'heure avec un garçon. Il doit être un peu plus vieux que moi. Ils nous ont regardés et quand ils sont partis, mes maîtres m'ont expliqué que 799, l'autre humain qui était avec moi, devrait être mon copain et que je devrais avoir un enfant avec lui. Un enfant? Mais je n'ai que 16 ans. Je n'ai pas pleuré, mais j'ai peur. Je ne veux pas avoir d'enfant, surtout pas avec un inconnu. Je vais leur parler ce soir. J'espère qu'ils vont comprendre. À 23h02, on aura enfin des nouvelles sur cette affaire vraiment étrange. Quand un bel étalon doit se reproduire, on lui prépare la plus belle jument. Et bien là, c'est pareil. Nous sommes leur bétail. Je crois qu'ils vont... Mais le journal s'arrête ici. Heureusement, on a eu le fin mot de toute cette affaire. 8 ans plus tard, après la guerre des robots, une petite note a été retrouvée par une autre jeune femme enceinte, gravée sous le lit. Sur cette note, c'était écrit: ils ont trouvé mon journal, ils ont gagné. Pitié, pour moi, pour les autres, il faut que ça s'arrête. Partout dans le monde, dans ce scénario alternatif, les révoltes ont éclaté. Beaucoup d'hommes sont morts, mais les androïdes sont maintenant trop nombreux pour que nous puissions faire quoi que ce soit. Bien sûr, cette étude se base sur le fait que si un jour les machines décident de se révolter contre nous, on est complètement impuissant. Et ça, c'est hyper badant. La dernière histoire, c'est la pire. Je vous préviens. Elle se déroule en 2568, où nous suivons Jordan, 16 ans, qui lutte pour la survie. La planète meurt, l'homme l'a détruite, a épuisé la quasi-totalité de ses ressources. Résultat, la planète n'est presque plus viable. L'homme meurt par manque d'eau potable et de nourriture. L'humanité va donc partir sur nouvelle planète, et les rares personnes qui auront la chance de quitter la planète Terre seront tirées au sort. Le reste de l'humanité sera obligé de continuer à vivre sur cette planète horrible qu'est la Terre, en 2568. Et encore une fois, je le répète, mais ce scénario est complètement probable. Selon Stephen Hawking. Attaquons la suite. Jour 1. Je m'appelle Jordan et j'ai 16 ans. Je ne sais pas si je vais survivre longtemps. J'espère que mon cahier sera trouvé et emmené loin d'ici. Notre histoire doit être écrite. C'est ce que m'a dit papa ce matin. La planète meurt. Dans 2 jours, le premier vaisseau de colonisation partira de Paris. Les passagers seront tirés au sort. 4 vaisseaux partiront dans les prochaines semaines. Le reste de l'humanité restera ici et périra avec la planète. Ils l'ont tous dit à la télévision. Les personnes tirées au sort seront emmenées sur place par l'armée. Je dois aller chercher des rations pour le repas de ce soir. J'espère qu'ils pourront nous fournir de l'eau potable. Mon masque est bien chargé. Parce que oui, l'air est tellement pollué qu'ils ne peuvent plus respirer à l'extérieur. Intéressant, n'est-ce pas? Et c'est déjà presque le cas dans certaines villes sur ces planètes actuellement. 2e jour. Maman et Sarah, ma petite sœur de 9 ans, ont été tirées au sort. L'armée est venue les chercher tôt ce matin. Papa et moi, par contre, devrons rester sur Terre. Nous allons devoir déménager. L'eau est encore montée. Une eau chaude, polluée et toxique. J'ai fait mon sac. Plus qu'à attendre qu'on vienne nous chercher. Et c'est déjà le 4e jour que les événements vont partir en couille. Je suis malade, il fait trop chaud, la sueur colle à ma peau. Un coup de chaud est vite arrivé quand on passe trop de temps dehors. Papa essaie de me refroidir, il a mis une bassine dans le frigo, mais on sait tous les deux que ça ne suffira pas à ce que j'aille mieux. Jour 7. Cela fait maintenant 3 jours que je suis malade, et nous n'avons pas trouvé de médicaments adaptés. Heureusement, je vais un peu mieux. Je crois que papa a gardé mes rations de côté. J'ai tellement faim qu'une seule ne m'aurait pas suffi. Aujourd'hui, je peux sortir, couvert de crème avec un chapeau sur la tête. Nous devons aller à la grande ville plus proche. 17e jour. Nous avons déménagé. On est arrivé dans un camp qui sentait la sueur et le soufre. On nous a attribué un petit appartement là-bas. J'ai enfin pu prendre une douche. L'eau est traitée ici. Pas besoin de la faire bouillir pour la boire ou se laver. Mais les douches sont chronométrées. Pas plus de 3 minutes par personne et une bouteille d'1,5 litre par jour. Le prochain tirage au sort pour savoir qui va pouvoir partir de la Terre a lieu dans 3 jours. Je croise les doigts pour que papa et moi soyons pris. Jour 20. Il explique que lui et son père n'ont pas été pris au tirage au sort. Plus que 2 vaisseaux et 2 chances pour partir ailleurs. Je ne veux pas finir ma vie ici. Jour 26. Papa a perdu du poids. Je le vois. Il douce plus que d'habitude. C'est pas normal. Il a saigné du nez pendant un long moment. Je m'inquiète pour lui.
oui, je vais aller chercher nos rations en espérant qu'aujourd'hui nous pourrons manger normalement. Un peu plus tard dans la journée, il ajoutera une autre note sur son journal de bord. On nous a donné 3 rations pour ce soir et une boîte de gâteaux. Un geste pour se faire pardonner des 2 derniers jours, je suppose. Et le soir même, un premier événement dramatique va se produire. Papa est tombé, il ne me reconnaît plus. Je dois l'emmener au centre hospitalier le plus vite possible, mais il veut pas m'écouter. 1 heure plus tard, il explique ceci. J'ai pu emmener mon père, il m'a reconnu au bout d'un moment. Il a beaucoup pleuré, les médecins ont décidé de le garder en observation. Ils m'ont dit que c'était très sérieux. Il ne pouvait pas se soigner correctement à la campagne. Je devais aller dans un centre pour mineurs, mais je refuse de laisser mon père tout seul. Le 35e jour, les médecins vont mettre son père dans un coma artificiel, malheureusement. Il souffrait trop des poumons. Ils veulent que je me prépare au pire, mais je ne peux pas. Papa, bats-toi! Ne me laisse pas tout seul! Il est parti. C'était sans doute mieux pour lui, mais j'ai tellement mal. Je ne sais pas comment je vais faire sans lui. Les infirmiers m'emmènent dans un centre pour mineurs avec des somnifères et obligation de voir un psy. Je m'en fous moi, j'aimerais juste que ma famille soit là. Je suis sous calmant. Aujourd'hui, ils m'ont laissé tranquille avec mon cahier. Des petits ont fait des dessins, ils devaient imaginer notre nouvelle planète. K2567, Terre 2. Il y a tellement de vert dans leurs dessins, comme sur les vieilles photos que j'avais vues à l'époque. J'ai vu quelques études scientifiques. Il aurait fallu près de 3 terres pour que nous puissions survivre. 2,85 exactement. C'est énorme. Je déteste nos ancêtres. Quand je lis ça, ils n'ont vraiment pas fait attention à notre planète. Et aujourd'hui, c'est nous qui payons les pots cassés. Et en effet, tout ce qu'il vient de dire, pour information, est basé sur des faits réels. En effet, si on continue avec cette croissance-là, ça peut vraiment partir en couille. Jour 58. Le tirage au sort est prévu demain. Il y a eu un soulèvement au hangar de départ. Les gens ont essayé de forcer le passage pour aller au vaisseau. L'armée les a soit arrêtés, soit abattus. Ça m'a un peu refroidi, mais je veux toujours y aller. Dès la fin du tirage au sort, il faut que j'y arrive. Est-ce qu'il va réussir à enfin prendre un vaisseau et rejoindre sa famille là-bas? Bordel. Jour 59. Mon nom n'a pas été tiré. J'avais encore cet espoir. Je suis prêt à partir. Je serre ma tante dans mes bras avant de partir. Je ne la reverrai jamais, je sais. Soit je réussis à monter dans ce vaisseau, soit je meurs là-bas. Je ne vois que ces 2 solutions. Je suis prêt. Plus tard, je serre mon cahier de dessin contre moi. J'ai peur. L'armée est partout. Les gens sont devenus fous. J'ai dû me cacher derrière une benne. Les gens sont armés et tirent partout dans l'espoir d'avoir une chance de quitter cette planète morte. Je vais devoir attendre que ça se calme. J'ai peur, mais je dois y aller. Sachez, un élément très important, c'est qu'à ce moment-là, Le vaisseau n'a pas encore décollé. donc il se trouve juste dans les rues de Paris, à côté du vaisseau qui s'apprête à décoller et à partir dans une autre planète. Là où l'humanité pourra survivre. Ouais, cette affaire commence beaucoup trop bien, on peut le dire. Mais vous êtes pas prêts pour la fin. Il y a beaucoup de monde à l'entrée du hangar. Tout le monde est contrôlé. Certains vendent leur place aux plus offrants. D'autres ne se font pas prier pour les acheter. Je n'ai pas d'argent. Donc cette solution n'est pas pour moi. Bordel. Il commence à embarquer. Je commence à paniquer. Les identités sont contrôlées. J'ai peur de ne pas pouvoir monter. Parce que oui, à ce moment-là, notre petit pote a un plan. Il veut s'infiltrer dans le vaisseau pour enfin partir de la Terre. H-3 avant le départ. Les dernières personnes vont monter. J'ai essayé d'expliquer franchement ma situation à un garde qui n'a rien voulu savoir. 2 fois, j'ai essayé de monter. J'ai failli prendre une balle à ma 2e tentative. Je ne sais plus quoi faire. 2 heures avant le départ. Ils vont partir et tous nous laisser ici, à crever. Monde de merde. Si l'homme avait fait attention à la nature, jamais tout ça ne serait arrivé. Jamais nous n'aurions dû trouver une autre planète où vivre. La nôtre nous aurait suffi. Et qu'est-ce qu'ils vont faire là-bas? La même chose? Ils vont passer des siècles à tout saccager. Merde. Nous sommes donc 20 minutes avant le départ. Oh là là, ça devient stylé. Je viens de vivre un miracle. Un vieil homme m'a donné un carnet et m'a accompagné au vaisseau. Il a dit aux gardes que j'étais son petit-fils et qu'il me donnait sa place. Ils l'ont vérifié et il était bien tiré au sort. Je n'ai même pas pu le remercier. Je suis dans le vaisseau. Je suis dans le vaisseau. Je vais vivre. Merci à toi, Yves. Il s'appelait Yves. Jamais je n'oublierai ton geste. Jamais. Merci. Je pleure tellement je suis soulagé. Mais comment est-ce que ça s'est fini? Est-ce qu'il a retrouvé sa famille finalement? Enfin, si on parle pas de son père. Un jour après le départ, l'homme m'a laissé une lettre. Je la serre contre moi en pleurant. Il me dit qu'il est malade et qu'il ne survivra pas un mois dans le vaisseau. Il veut rester avec sa femme. Il confie son journal à un jeune homme ou une jeune femme qui saura le comprendre, lire et partager son histoire. Le carnet qu'il m'a confié contient toute son histoire. L'histoire de l'homme qui m'a sauvé la vie. L'histoire de l'homme qui m'a permis de vivre. C'est peu comparé à ce qu'il a fait pour moi, mais je le ferai. Preuve de ma reconnaissance. Je lui dois bien au moins ça. Quelques jours plus tard, il a enfin pu retrouver sa famille. Et oui, c'est enfin une affaire qui se finit bien. Mais attendez, c'est pas tout. Notez les éléments suivants. Les 2 dernières affaires qu'on a vues sont bien entendu fictives, mais basées sur des vraies théories. De Stephen Hawking. Ce n'est pas le cas par contre de la première affaire. L'histoire de Mathieu est inspirée d'une étude. Évidemment, tout est extrapolé au moyen de la science-fiction pour se rendre compte de la gravité d'un avenir qui peut nous attendre. Que ce soit les dégradations de la planète, comme la déforestation ou la pollution, notamment par le CO2, il va donc traiter avec réalisme l'effet que nous avons sur notre planète et sur nos populations. Et heureusement, il ne fait pas qu'un simple constat sur notre société. Il apporte également des solutions à suivre pour qu'on n'arrive pas dans le même cas que Mathieu. La solution principale, c'est la décroissance. La décroissance économique, la baisse de la consommation en énergie et surtout un virage durable en termes d'énergie. Au quotidien, on peut faire plein de choses. Opter pour des énergies vertes comme le solaire, l'éolien et l'hydraulique. Favoriser la
mobilité douce, comme le transport en commun, le vélo, la trottinette, s'alimenter localement pour que nos aliments de saison voyagent moins, recyclés, réutilisés, compostés. Mesdames et messieurs, c'était Noah. Ce fut un plaisir et passez une excellente soirée. Allez, salut!